Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce chapitre qui portera sur d'autres balises sémantiques en HTML qui vous aideront à améliorer le résultat final de votre site web du point de vue de ses performances et de son référencement. Donc nous avons vu dans les précédents chapitres comment structurer notre page HTML afin de pouvoir créer ce qu'on appelle un layout, donc composé du header, du main et du footer afin d'avoir un cadre cohérent et organisé pour notre site. Nous avons également vu comment insérer nos contenus textuels et autres médias comme les images, vidéos et audio de façon propre et conventionnelle. Dans un souci du détail et d'avoir un résultat optimal pour notre site web, nous allons voir aujourd'hui des balises qui vont permettre d'encadrer certaines parties de notre texte afin de gagner en points de performance et d'aider toujours plus les moteurs de recherche à comprendre notre page web. J'ai conscience qu'il y aura beaucoup d'informations dans ce chapitre et le suivant, mais l'idée ici, ce ne sera pas avant tout de retenir par cœur toutes les balises et tous les attributs que je vais vous présenter, mais plutôt de savoir que cela existe et ce qu'il est possible de faire en HTML. Rien ne vous empêchera plus tard de revenir sur cette vidéo ou d'aller sur un wiki en ligne pour rechercher la balise ainsi que ses attributs, tant que vous savez qu'elle existe et ce qu'elle permet de faire. J'ai donc de mon côté écrit un article portant sur le langage HTML. Ce code est tout à fait valide et fonctionnel. Nous avons utilisé des balises que nous avons déjà vues et le tout s'affiche très bien. Mais nous allons voir qu'il existe des balises pour améliorer la compréhension de notre page par les crawlers, donc les robots qui s'occuperont d'indexer votre page sur les moteurs de recherche, à commencer par des balises de citation. Donc il en existe deux en HTML, la balise blockquote et la balise Q. Toutes les deux auront un seul attribut spécifique, qui est l'attribut cite, en plus des attributs globaux. Et tous les deux feront référence à une citation dans votre texte, à quelques nuances près. De son côté, la balise blockquote sera un élément en bloc, là où la balise Q sera un élément en inline. C'est un petit peu la même différence qu'entre div et span d'un point de vue stylistique. Une autre différence sera que blockquote sera utilisé pour les citations longues, là où Q sera utilisé pour les citations plus courtes. Par exemple, vous voyez qu'ici au début de mon article, j'ai un premier paragraphe qui est une citation provenant de Wikipédia de ce qu'est le HTML. Ici, au lieu par exemple d'utiliser une balise P comme on l'aurait fait habituellement, on peut très bien utiliser la balise blockquote, qui s'écrit donc comme ceci, et remplacer le tag fermant, et utiliser l'attribut cite. Cet attribut, il servira afin de mettre la source de notre citation. Ici, la source c'est Wikipédia. Donc j'ai récupéré l'URL de mon côté et je la copie dans l'attribut cite. Ici, ce que l'on va dire au navigateur est qu'il y a une citation qui se trouve dans notre texte et que celle-ci a pour source Wikipédia, la page portant sur le HTML. La même chose est alors possible avec la balise Q, à la seule différence que la balise Q pourra être utilisée directement dans une balise P et concernera généralement les citations plus courtes. Par exemple, vous voyez que dans mon paragraphe suivant, j'ai une citation de Tim Berners-Lee, celui qui a fondé le HTML, que je peux encadrer dans une balise Q et rajouter un attribut cite avec l'URL de la provenance de la citation. Cela indiquera donc au navigateur qu'il y a une partie de mon texte qui est une citation qui provient de ce site web d'origine. Donc retenez bien qu'il existe deux balises pour marquer des citations à la fois longues ou bien courtes en HTML, blockquote et Q, et qu'elles prennent pour attribut cite qui prendra pour valeur l'URL de l'origine de la citation. Ensuite, il existera une balise pour marquer les dates en HTML qui sera donc la balise time, que l'on utilisera avec l'attribut datetime qui prendra pour valeur la date à laquelle notre texte fait référence à un format bien spécifique que nous allons voir. Par exemple, vous voyez ici qu'on a une première date, la date de publication de l'article. On peut entourer cette date d'une balise time. Vous voyez que l'attribut datetime est automatiquement rajouté par le raccourci emet, et le format de la date s'écrira donc comme suit. Il faudra d'abord marquer l'année, suivi d'un tiret, suivi du mois, un tiret, puis le jour, et si vous avez un horaire dans la date, vous pouvez l'ajouter en rajoutant la lettre T, ainsi que l'horaire, séparé par 2 points. Vous pouvez aussi mettre les secondes, voire les millisecondes si ça vous amuse, mais ici ce n'est pas nécessaire. On peut donc utiliser cette balise sur toutes les dates qui sont présentes dans notre article, en entourant donc les dates par la balise time, en précisant l'attribut datetime. Donc ici vous voyez qu'on parle du mois d'août 1991, donc on peut écrire la date comme cela. C'est pas nécessaire d'avoir un jour, on peut très bien écrire juste l'année et le mois,
ou juste l'heure. C'est assez flexible. Ici aussi, on peut entourer cette date de la balise time et préciser donc le 28 octobre 2014 comme ceci. Ensuite, il existera une liste de balises qui seront très pratiques lorsque vous voudrez écrire du code dans votre article sous forme de texte. Il y aura d'abord la balise code qui vous permettra d'indiquer au navigateur la présence de code dans votre texte, mais sous forme de texte. On peut par exemple écrire ici à la place de P une balise code pour dire que ceci est du code que l'on souhaite afficher sous forme de texte. Vous remarquerez alors quelque chose, c'est que pour éviter que les balises soient lues comme du code HTML avec la présence de chevrons ouvrants et fermants, j'ai ici utilisé ce qu'on appelle des noms d'entités. Donc c'est en gros un code entre guillemets qui vous permet d'écrire un caractère spécial ou un symbole avec des lettres. Par exemple là j'ai écrit mon chevron ouvrant avec le code ELT. C'est très pratique parce que si on avait utilisé le chevron comme d'habitude, en fait le texte aurait été lu comme du code HTML et vous voyez qu'il aurait fait un peu n'importe quoi. Utiliser le nom d'entité vous permettra donc d'afficher des chevrons mais également beaucoup de caractères spéciaux en passant par un code dans ce format-là. Un autre exemple pour illustrer, vous voyez qu'en bas de ma page ici, j'ai un symbole copyright. Je peux utiliser par exemple le nom d'entité et copy et vous voyez que le symbole sera toujours là, mais j'ai pu écrire ce symbole avec du texte. Donc voilà, la balise code sert donc à indiquer au navigateur que vous avez écrit ici du code au format de texte. Une autre balise qui pourra être utilisée sera la balise sample. C'est presque similaire à la seule différence que cette fois-ci, cela indiquera au navigateur qu'on aura un résultat d'une exécution de code. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la différence de code qui indiquera du code en lui-même au format texte, sample représentera plutôt un résultat de code, donc du texte qui sera issu de l'exécution du code. Ça peut paraître assez compliqué dit comme ça, donc prenons un autre exemple. Par exemple, si vous voulez indiquer à l'utilisateur un message d'erreur, parce que c'est le résultat d'un code dont l'exécution a résulté en une erreur, alors vous pourrez également utiliser la balise sample afin d'afficher le message d'erreur à l'utilisateur. Par exemple, le fichier n'a pas été trouvé. Parce que c'est en gros ce qui découlera de l'exécution du code. On peut très bien illustrer cela avec un autre exemple en prenant le cas du langage JavaScript. Si on souhaite faire un tutoriel sur le JavaScript, on peut par exemple imaginer que les lignes de code iront dans une balise code et que le résultat qui sera retourné ou affiché à l'utilisateur sera donc dans une balise sample. Pour faire simple, ça c'est la ligne de code et ça c'est le résultat après que l'on ait exécuté cette ligne de code. En tout cas, retenez bien que même si ça peut paraître compliqué, le principal ce sera surtout de bien comprendre la différence et les nuances entre chaque balise. Une fois de plus, je me répète, mais ce ne sera pas nécessaire d'utiliser chaque balise dans votre contenu HTML. Mais elles vous aideront à améliorer la qualité sémantique de votre page, et je trouvais ça important d'être le plus exhaustif possible dans ce cours. Une autre balise que l'on pourra utiliser pour afficher des touches de clavier ou bien des raccourcis clavier sera la balise KBD. Celle-ci entourera la touche clavier ou le raccourci clavier dans notre texte et ne prendra pas d'attribut spécifique. Elle pourra être écrite comme cela. Il existe également une autre balise qui fera plutôt référence aux variables dans un algorithme mathématique ou bien du code. On pourra par exemple écrire la variable A additionnée à la variable B renverra le résultat 5. Donc on peut très bien imaginer un script JavaScript où une variable A serait égale à 3 et une variable B serait égale à 2. On peut entourer donc la variable A d'une balise var, tout comme la variable B que l'on peut entourer d'une balise var. Et si on utilise également les variables que l'on a vues précédemment, on peut également entourer le chiffre 5 d'une balise sample, puisque ce sera le résultat qui sera envoyé à l'utilisateur. On peut même aller encore plus loin en imaginant ici le script JavaScript à utiliser afin d'être cohérent avec notre texte. Ici, l'idée n'est pas de vous apprendre le JavaScript, mais bien de vous montrer que le code pourra donc être placé dans une balise code. Je voulais également vous montrer un problème qui est que lorsque votre code HTML est lu, étant donné que par nature le HTML est imbriqué et indenté, les espaces seront ignorés dans votre texte.
Donc regardez, si on sauvegarde, on verra que les espaces qu'il y a ici ne seront pas représentés sur notre texte. Au contraire, tout sera aligné, ce qui ne sera pas forcément ce qui est souhaité. Alors, il existe un nom d'entité, comme on en a vu précédemment, qui permet de simuler un espace dans notre texte et de l'afficher au sein de celui-ci. C'est NBSP. Donc si je l'utilise, vous verrez que un espace apparaîtra au début de notre texte. On peut en mettre plein à la suite pour avoir plein d'espaces, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas une solution très pratique et très soutenable. Pour régler ce problème, on pourra utiliser une balise prêt, donc qui s'écrira comme ceci, qui aura donc la particularité de garder les lignes et les espaces au sein du texte. Seul bémol, vous le voyez, c'est que la balise prêt va conserver tous les espaces, même ceux qui sont de base dans l'indentation. Il faudra alors enlever manuellement l'indentation dans le code afin de n'avoir que les espaces que l'on souhaite garder. Ce n'est pas forcément une solution qui est très jolie ni pratique, mais sachez que cela existe et vous permet de conserver les espaces et les sauts de ligne dans votre texte. Ensuite, il existera une balise plus fréquente que les précédentes qui vous permettra d'indiquer des informations de contact sur votre page. Ce sera la balise adresse, qui entourera vos informations de contact et qui indiquera au navigateur que le texte à l'intérieur correspond donc à vos infos de contact. On peut faire cela donc en marquant la balise adresse comme ceci. Enfin, il existera une balise afin d'entourer les noms d'œuvres, que ce soit les œuvres artistiques ou bien des titres de livres ou d'articles par exemple, qui sera donc la balise cite. À ne pas confondre avec l'attribut cite de bloc quote et de Q que nous avons vu plus tôt dans ce chapitre, bien que cela s'écrit de la même façon, et qui pourra donc être marqué comme ceci, et qui ne prendra pas d'attribut spécifique. Également, une dernière balise qui sera utilisée plutôt dans un objectif de style plutôt que de sémantique, c'est la balise WR, pour word break, qui indiquera au navigateur que si un mot est trop long, il l'affichera sur 2 lignes plutôt que de l'afficher sur une seule ligne. On peut voir ça en réduisant la taille de notre fenêtre. Par exemple, ici, vous voyez que si je réduis la taille de ma fenêtre, le mot restera tel quel. Si en revanche j'ajoute la balise WR et que je sauvegarde, alors cette fois-ci, il cassera le mot, là on lui a demandé de casser le mot. C'est une balise qui n'est plus communément utilisée, car vous pouvez en fait faire cela en CSS avec les propriétés WordBreak et Whitespace. Mais elle existe et fonctionne toujours au besoin. En fait, il faut savoir qu'avant le HTML5, il existait de nombreuses balises et attributs qui permettaient de faire du style en HTML. Mais dans un souci de bien séparer l'aspect balisage de l'aspect stylistique, l'évolution du développement web a permis d'utiliser le HTML exclusivement pour le balisage et le CSS exclusivement pour le style, afin de rendre notre code plus organisé. Voilà, donc on en a fini pour cette première partie sur la présentation de balises sémantiques utiles en HTML. Retenez que l'utilisation de ces balises n'est pas forcément nécessaire ni obligatoire, mais savoir qu'elles existent et comprendre ce qu'elles font vous permettra d'améliorer significativement les performances et le SEO de votre site, et feront de vous un véritable expert dans le langage HTML. J'espère que ce chapitre vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions, et moi je vous dis à la prochaine.